Alors, on va parler du pouvoir de la création d'entreprises. Évidemment, pas seulement du pouvoir de faire des profits, mais aussi du pouvoir d'avoir de l'impact sociétal et environnemental, et aussi des implications et conditions de ces engagements en termes de gestion au quotidien et à plus ou moins long terme. Alors, je vais accueillir maintenant mes quatre invités. Elle est l'ancienne ministre de l'égalité entre les hommes et les femmes, de la diversité et de l'égalité des chances. J'ai l'honneur d'accueillir Elisabeth Moreno. Elle est présidente de l'Ordre des experts comptables. Merci de nous rejoindre, Cécile de Saint-Michel. Elle est cofondatrice et dirigeante de la néobanque Gringot. Merci d'accueillir Maude Caillot. Voilà. Et elle est la directrice générale de France Digital. Merci de venir nous rejoindre, Maya Noël. Alors, on va parler d'impact sociétal, d'impact environnemental et de comment on peut accélérer tout ça par l'entrepreneuriat. Alors, déjà, Elisabeth Moreno, en tant qu'ancienne ministre des droits des femmes et aujourd'hui entrepreneur à impact, parce que c'est ce que vous êtes, comment vous voyez le rôle de l'entrepreneuriat dans la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes ? Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là et de partager ce panel avec vous, mesdames, et de parler de cette thématique parce qu'elle me permet de rappeler qu'avant d'être ministre, j'étais déjà entrepreneur. Parce que c'est vrai que souvent, on me présente par cette magnifique mission qui a été la mienne lorsque j'étais dans le gouvernement de Jean Castex. Mais moi, j'ai fait l'entièreté de ma vie dans le monde de l'entreprise et j'ai créé ma première entreprise à l'âge de 20 ans. Et je l'ai créée parce que je ne trouvais pas le job dont je rêvais. Et en vérité, je crois que l'entrepreneuriat, ça n'est pas que dans la création d'entreprises. J'ai rencontré des entrepreneurs dans le monde associatif. J'ai rencontré des entrepreneurs dans le monde politique. En vérité, dès que vous faites quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire ou que quelqu'un avec vous n'avait pas fait ou n'avait pas eu l'audace de tenter, vous entreprenez. Et donc, la première entreprise, c'est celle de notre vie et d'avoir le courage et l'audace de tenter une aventure que tout le monde ne tenterait pas. Et quand je regarde la situation de l'entrepreneuriat, pour aller plus en avant sur la question que vous venez de me poser, Anne-Cécile Sarfati, l'entrepreneuriat, étant donné que tout le monde a la capacité de créer, d'innover, d'inventer, elle devrait être autant accessible aux femmes qu'elle l'est aux hommes. Mais en réalité, quand on regarde les chiffres, et vous savez combien les chiffres sont têtus, je dirige aujourd'hui un fonds d'investissement à impact social et environnemental, et j'ai réalisé qu'il n'y avait que 2% des fonds d'investissement privés qui sont dirigés vers les entreprises créées par les femmes. Et l'autre surprise, mais ça ne vous surprendra pas, tout ce qu'on appelle économie sociale et solidaire, vous savez, le petit truc mignon, non mais toi va faire de l'économie sociale et solidaire, ça reste de l'économie à partir du moment où ça crée des emplois, à partir du moment où ça résout des problèmes de notre société, parce qu'on est entrepreneur que parce qu'on crée et on innove et on invente quelque chose qui répond à un besoin de la société. Eh bien, dès qu'il s'agit de l'entrepreneuriat des femmes, c'est tout de suite plus difficile, plus compliqué, moins pris au sérieux, moins respecté, moins accompagné, sans vous parler de l'autocensure que les femmes elles-mêmes ont parce qu'elles ne s'estiment pas légitimes pour être entrepreneurs. Or, il y a des centaines et des centaines et des centaines d'études qui ont été faites par les cabinets les plus sérieux, le BCG, le BCG notamment, mais Deloitte aussi, et KPMG, et j'en passe et des meilleurs, qui disent que nous gagnerions des centaines de milliards de dollars si nous accompagnions davantage l'entrepreneuriat des femmes. Alors on peut légitimement se poser la question du pourquoi, dans un aussi beau pays que le nôtre, où les femmes sont éduquées, formées de la même manière que les hommes, elles rencontrent encore autant de difficultés pour être crédibles en tant qu'entrepreneurs. Merci.
pour ce début engagé, comme d'habitude. Maya Noël, vous dirigez une organisation de start-up digitale dont j'imagine certaines sont portées par des femmes. Quels soutiens spécifiques sont nécessaires pour encourager une plus grande diversité, donc femmes-hommes, dans la création d'entreprises? C'est vrai qu'il y a assez peu de femmes dirigeantes au final. Après, bon, on a des contre-exemples ici, notamment Maud qui a une très belle start-up. Elle va parler, Maud, elle va parler. Non, mais ce qui est certain, et c'est ce que disait déjà Elisabeth, c'est que ce qui est formidable dans les startups, c'est que ça va très vite. Et on parle de la création d'entreprises, du pouvoir que ça a le pouvoir de véritablement changer les choses, changer le statu quo. Et d'ailleurs, les entreprises qui rejoignent France Digital, c'est souvent des entreprises qui sont menées par des personnes qui ont envie de véritablement changer les systèmes de fonctionnement. Je pense, quand on parle à un entrepreneur comme celui qui a monté Ornicar, il avait vraiment envie de révolutionner la manière dont on apprenait à conduire. On a beaucoup d'entreprises qui sont dans la santé, elles veulent changer le monde, elles veulent soigner, rendre plus accessibles les soins. Donc, et elles sont toutes chez France Digital, même si elles sont concurrentes, elles viennent chez nous parce qu'elles se disent qu'il faut qu'on fasse évoluer le cadre réglementaire, parce que dans le business, on est concurrents, mais dans les faits de vouloir faire évoluer le monde, le faire changer, bah là, on est tous alliés. Donc c'est comme ça qu'ils nous rejoignent. Et ça, cette force-là. Et ça va très vite. Et ça, c'est le volet positif. Le volet, on va dire, négatif, c'est que ça a tendance à peut-être à exacerber certains traits de notre société. Et quand on regarde en fait les startups, bah, au final, c'est beaucoup les mêmes dirigeants. C'est beaucoup d'hommes, c'est beaucoup de personnes qui ont fait des grandes écoles. C'est assez jeune. Aujourd'hui, la population en startup, c'est, je dirais, moins de 5% de plus de 40 ans. Donc on est quand même sur une population, voilà. Il y a plein de clichés. Et c'est dommage parce qu'en fait, les meilleures innovations, c'est ces innovations qui sont universelles, qui concernent tout le monde. Et pour pouvoir penser différemment, pour pouvoir innover pour tout le monde, il faut qu'il y ait tous ces profils-là. Et donc, tout ça pour dire, je fais ce bilan, et qu'est-ce que nous, on met en place? On se rend compte qu'en fait, il y a plein de caractéristiques qui sont que c'est très parisien, beaucoup de financeurs sont à Paris. Déjà, c'est quoi la proportion les startups en France? Start-up femmes et start-up hommes dans votre c'est organisation? Un dirigeant sur 8 qui est une femme. Et en fait, c'est un manager sur 4. Donc plus on monte dans les grades, moins il y a de femmes. Alors, en quoi l'entrepreneuriat, vous ne m'avez pas tellement répondu là toutes les deux, en quoi l'entrepreneuriat peut être une source d'accélération de l'égalité femmes-hommes? Déjà, il y a des solutions qui sont apportées, des solutions qui permettent de comptabiliser tout ça. Nous, et je pense que Cécile en parlera après, aujourd'hui, si on a le pouvoir de changer les choses, on est aussi obligé de changer les choses. Il y a des nouvelles réglementations qui apparaissent, je pense notamment à la CSRD. Et donc, nous, parmi nos startups, on a aussi des entreprises qui permettent de monitorer tout ça, qui permettent d'accompagner ce changement à travers notamment le digital. Et donc, ce que je voulais dire par rapport aux startups, c'est que ça va très vite dans les biais, et en même temps, ça peut aussi tout modifier. Et donc, je pense que les startups, ce qu'il y a d'abord, c'est quand même une forme de laboratoire où on expérimente des choses et on expérimente notamment des nouvelles cultures d'entreprise. Et moi, c'est ce que j'observe. C'est qu'effectivement, on est en train de changer la manière dont on dirige pour être beaucoup plus inclusif. Des femmes, mais pas que. Je parle aussi de l'âge, je parle du milieu social, je parle du handicap, et tout ça est mis. Donc, c'est à la fois avec la solution qui est proposée. On a de plus en plus d'entreprises à impact. Aujourd'hui, c'est le tissu des startups à impact, c'est plus de 1000 entreprises en France. Et c'est aussi la manière dont les entreprises sont gérées en interne qui est en train d'évoluer. Moi, je ne peux pas ne pas m'empêcher. Il faut quand même que je complète parce que, et pardon de ne pas avoir répondu complètement la première fois, en fait, 60% de la population la plus pauvre au monde est composée de femmes. 60%. On dit parce que souvent les femmes n'ont pas d'éducation financière, parce qu'elles ne négocient pas bien leur salaire, parce que beaucoup sont illettrés. Je parle au niveau du monde. Maintenant, quand vous êtes créateur d'entreprise, vous êtes en possession de cet outil économique et financier qui vous permet d'être autonome et indépendant. Et les plus grandes inégalités, je vais vous donner un exemple, les violences faites aux femmes est un sujet qui est un vrai fléau dans notre pays. Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. À chaque fois que je posais la question aux femmes qui restaient 10, 15, 20 ans à subir ces violences, mais partez, pourquoi vous restez? L'une des premières raisons, c'est je n'ai pas les moyens économiques de partir et de prendre soin de mes enfants et de leur permettre de continuer de vivre dignement. Donc si vous créez une entreprise et que vous êtes un peu plus autonome économiquement, financièrement, eh bien c'est déjà un grand accélérateur d'égalité économique puisque beaucoup de choses passent par là.
Merci pour cette précision. En effet, l'autonomie financière, c'est la base, l'indépendance financière. Alors, je me tourne vers vous, Maude Caillot. Vous avez fondé une néobanque à impact. Vous vous occupez aussi d'impact sociétal. On en parlera après. Mais la création de Gringot, qui est votre banque, une banque à impact environnemental, on peut dire ça comme ça, elle redéfinit le secteur financier finalement pour répondre à la question de l'impact, enfin des enjeux sociaux et environnementaux actuels. Mais en quoi votre approche est différente d'une banque classique? Gringot, c'est un peu la matérialisation de « il faut que tout change pour que rien ne change ». On a créé en fait une institution financière qui reprend tous les codes et les meilleurs codes de la banque, à savoir une carte bancaire, un compte courant, tout ce qui est la digitalisation, toutes les features que vous voulez. En revanche, là où on change absolument tout, c'est l'utilisation de votre argent pour en fait amener un double profit à nos membres. Le premier, c'est celui d'avoir la certitude que son argent ne va plus financer les énergies fossiles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a un peu en France une idée les énergies fossiles, vous avez dit, hein? Énergies fossiles, oui. Voilà. En France, on a très peu d'éducation financière, donc on a cette idée un petit peu à la Picsou ou à la Lucky Luke que son argent, une fois à la banque, il nous attend en lingots d'or dans les sous-sols de cette même banque. Sauf qu'évidemment, il est utilisé. Et aujourd'hui, près de l'équivalent de 85% des fonds propres des banques en France sont directement liés aux énergies fossiles. Ça, c'est un problème pour la planète. Bon, ça, je ne vais pas vous refaire tout le discours sur le changement climatique, je pense qu'on est tous au courant. Mais c'est aussi un problème pour votre argent, pour notre argent, nos épargnes, parce que ça comporte un gros risque. C'est un risque qu'on appelle des actifs échoués. C'est-à-dire qu'il y a une telle transformation aujourd'hui de l'économie, on va vers une transition, donc ces actifs qui sont liés au charbon, ces actifs qui sont liés au pétrole, sont des actifs qui potentiellement pourront valoir zéro. Et donc c'est un gros risque pour l'épargnant. Donc avec Gringot, vous avez la certitude que votre argent ne finance pas ça, et surtout qu'il est, lui, investi dans les secteurs les plus porteurs de la transition. Aujourd'hui, financer la transition, c'est pas juste vouloir sauver les dauphins et faire plaisir à ses petits-enfants. Investir dans la transition, c'est comme investir dans l'acier avant la première révolution industrielle, c'est comme investir dans le pétrole avant la seconde, c'est comme investir dans Apple avant la troisième révolution industrielle. Et aujourd'hui, investir dans les secteurs les plus porteurs qui nous permettront d'avoir un monde zéro carbone, c'est investir dans les entreprises de demain qui auront les plus grosses parts de marché et donc qui sont les plus prometteuses. Et donc c'est ça qui change fondamentalement chez Gringot. Et quand on a compris ce principe, les gens viennent chez Gringot et c'est ça aussi qui justifie donc on est sûr quand on vient chez vous que vraiment tout est pur. Je ne sais pas si pur est le mot. Dans le sens de la transition. Transparent, en tout cas. Transparent. Vous voyez exactement où va votre argent, dans quelles entreprises, dans quels fonds. Et évidemment, la solution parfaite n'existe pas. Vous pouvez être sûr que votre argent ne va pas dans les énergies fossiles. Donc ça, c'est facile de définir le vert en fonction de ce qui n'est pas vert. Mais qu'est-ce qui est vert? Quelles sont les industries? Quelles sont les entreprises qui véritablement feront demain? Ça, c'est plus des paris. Et pour ça, on s'est entouré d'un conseil scientifique, d'experts évidemment du GIEC, climatique, environnemental, mais aussi d'experts financiers, parce qu'il y a énormément de très grands banquiers qui pensent aussi que les opportunités de demain sont dans la finance verte. Alors, vous avez aussi créé, ou vous êtes en train de le faire, quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui est une carte de crédit, un compte joint égalitaire. Vous pouvez m'expliquer cette histoire? Parce qu'on pourrait penser qu'un compte joint dans notre banque classique est égalitaire également. Mais non, en fait, c'est quoi le truc? Non, c'est plus ou moins le compte commun comme dans votre banque. Hein. C'est exactement même la même chose. Vous avez les deux personnes. Bon, vous pouvez même aller jusqu'à 5 personnes. Donc les comptes communs, ça peut être pas que pour les couples. C'est aussi pour les familles, pour les colocs. Mais moi, ça me tenait particulièrement à cœur de lancer ce compte commun, justement pour l'égalité homme-femme. Oui, parce que vous l'avez mentionné, l'indépendance financière. Moi, j'ai une histoire familiale qui fait que ça me touche énormément. Ma mère est iranienne, ma grand-mère est donc aussi iranienne. Elle a été mariée à 16 ans.
avec un homme qu'elle connaissait pas, qu'elle aimait pas forcément, et elle est restée très longtemps parce qu'elle n'avait pas d'autres possibilités, parce qu'aucune indépendance financière. Et ma mère a été particulièrement marquée par ça, et toute notre vie, avec ma sœur, elle nous a toujours répété que le plus important, notre liberté, passait par notre indépendance financière. Et donc le compte commun, ça permet de faire en sorte que dans le couple, déjà, il y ait plus d'égalité, mais il faut aller au-delà de ça. On s'est rendu compte, en fait, quand on a commencé à faire le compte commun avec Gringot, et quelles sont les dépenses faites par les hommes et quelles sont les dépenses faites par les femmes. C'est un peu ce qu'on appelle la théorie des pots de yaourt. Bah oui. Les hommes achètent les voitures, achètent la maison, achètent les choses qui vont durer dans le temps, quand les femmes vont, elles, faire les courses, acheter les courses, vont acheter les biens périssables, vont acheter ce qu'on appelle finalement les pots de yaourt. Et quand il y a un divorce, quand il y a séparation, l'homme va partir avec les biens qui ont de la valeur et les femmes se retrouvent sans rien. Donc c'est très important de se questionner, même au sein du couple, comment est-ce qu'on fait pour être équitable et comment est-ce qu'on fait pour gérer l'argent. Et donc c'est pour ça que dans le compte commun, on a intégré énormément aussi d'éducation financière pour mettre ce sujet au cœur de ce produit. Très bien, merci, c'est très clair. Alors, maintenant je vais me tourner vers vous, Cécile de Saint-Michel. Comment, en fait, peut se traduire en vrai l'engagement des entreprises? Parce que, voilà, tout ça, c'est formidable, les entreprises à impact, mais il y a, ce sont des entreprises qui transforment le monde, qui veulent transformer le monde, mais elles sont soumises à beaucoup d'obligations. Et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que comme ça, elles ne s'exposent pas au risque de greenwashing ou de social washing. Comment vous, en tant qu'expert comptable, vous envisagez peut-être une mission plus large de celle que vous aviez jusqu'ici, ou vous vous occupiez que du côté financier finalement? Est-ce que vous allez vous occuper un peu de toute cette dimension extra-financière de l'entreprise à impact? Oui, bien évidemment. C'est vrai que quand on parle d'expert comptable, on a l'image de financier. Mais aujourd'hui, ce qui va devenir aussi important, c'est l'extra-financier. Et lors des experts comptables, on a pris conscience il y a un petit moment, quand j'ai été élue au mois de décembre 2022, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai créé un secteur durabilité. Alors, c'est la première fois que ça arrivait. On avait des comités, des commissions durabilité, mais on n'a jamais eu un secteur avec un vice-président en charge de ce secteur. Donc, ce secteur a été créé en décembre 2022 parce que c'est important, la durabilité. Alors, la durabilité, c'est pas que, on va dire, l'écologie. Il y a aussi la RSE. Et il y a l'égalité homme-femme, il y a l'inclusion, il n'y a pas que l'égalité homme-femme, il y a l'inclusion avec également la diversité. On est en plein début des Paralympiques, les handicapés dans les entreprises aussi. Donc tout ça est important. Donc le terme qui regroupe tout ça, c'est la durabilité. Donc on a un secteur, alors des experts comptables sur la durabilité, un vice-président qui s'en occupe, et on forme aujourd'hui les experts comptables, mais pas que, leurs collaborateurs aussi dans les cabinets d'expertise comptable, à ces nouvelles missions qui se présentent à nous. Alors, elles se présentent aussi à nous par la force des textes, puisque on n'a pas encore parlé, mais la CSRD là, va s'imposer à un certain type d'entreprise, mais va aussi être par effet de capillarité par la chaîne de valeur descendre jusqu'aux plus petites entreprises. Ça va concerner tout le monde. Ça va concerner toutes les PME, les TPE, parce que tout ne serait-ce que dans la chaîne de valeur. Par la législation, mais on a aussi par les faits, parce qu'on a aujourd'hui des financements qui sont octroyés aux entreprises à la condition qu'elles aient une démarche RSE. Oui. On a des subventions aussi avec des conditions éco-responsables. Donc voilà, il y a tout un système qui est mis en place. Et donc les experts comptables, nous sommes les premiers conseillers, les copilotes des chefs d'entreprise, on a une mission pour accompagner les chefs d'entreprise des PME, TPE, pour les accompagner dans ces bouleversements, dans cette transformation plus durable de l'économie. Et ça passera par nous, les experts comptables. Et c'est pour ça qu'à l'Ordre, on a mis en place le plus grand plan de formation que l'Ordre ait jamais connu, puisque c'est un investissement de 4,5 millions d'euros. Alors, on va se former à la durabilité, mais pas que, je vous rassure, parce que 4,5 millions que sur la durabilité, ça serait dommage. Mais il y a aussi pour nous un énorme enjeu qui est toute la numérisation, c'est-à-dire l'intelligence artificielle qui va impacter très fortement notre métier. Donc, on se forme là-dessus pour utiliser cette opportunité qui se présente à nous et qui va nous permettre justement de développer des nouvelles missions, et notamment en matière de durabilité.
Alors, je vais vous poser une question, mais avant, je voudrais poser une question à Maude, puisque Maude est la banque de cette table ronde. Maude, quand vous octroyez des prêts à des entreprises qui sont vos... Vous êtes aussi pour les entreprises, pas que pour les privés. On fait les comptes pour entreprises, mais on ne fait pas de prêts. Ah, bon. Enfin bon, vous allez peut-être un jour un peu développer ça, non? Un jour. C'est sur la roadmap. C'est sur la roadmap, d'accord. Évidemment que vous demanderez du reporting sur l'impact extra-financier. Alors c'est une très bonne question, justement. À quel point est-ce que votre banque peut avoir ce rôle d'ingérence pour vous dire quoi faire avec votre argent, que ce soit pour les entreprises ou les particuliers? On s'est posé la question, si vous faites un prêt chez Greengut pour acheter un gros véhicule polluant ou pour acheter une passoire thermique, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on est là, légitime, à vous demander ce que vous allez faire de cet argent? Comment employer cet argent? Est-ce qu'on doit avoir ce niveau d'ingérence? Je pense qu'on peut prendre la question un peu à l'envers et se dire que de base, vous avez un prêt avec les taux normaux. Et si vous démontrez que ce bien immobilier que vous achetez, vous allez le rénover énergétiquement, si vous démontrez que votre voiture, vous la changez pour une voiture électrique ou je ne sais quoi, vous pouvez avoir des taux bonifiés, en fait. Donc comment est-ce qu'on fait pour avoir moins de bâtons et plus de carottes? D'accord. Cécile, quand on s'est parlé, vous m'avez expliqué qu'aujourd'hui, même quand on est une PME, si on veut contracter un prêt à la banque, on doit montrer patte verte, j'ai envie de dire. On doit remplir des critères de notation extra-financière. Alors pour certains financements, oui, parce qu'on a certains réseaux bancaires qui octroient justement, enfin ce qu'on dit l'histoire de la carotte et du bâton. Aujourd'hui, on est plutôt dans le système de la carotte au niveau des financements, c'est-à-dire qu'on a des taux des intérêts, des taux d'intérêt préférentiels si on a une vraie démarche éco-responsable, si l'entreprise a une vraie démarche. Donc on a des groupements bancaires qui commencent à mettre en place ce genre de financement. Pour la petite histoire, j'ai changé ma voiture il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, et j'ai pris une voiture hybride à la place d'une voiture que thermique. Et donc, ma banque m'a proposé de me rembourser les frais de dossier parce que c'était une voiture hybride. Si ça avait été une voiture que thermique, j'aurais pas eu le remboursement des frais de dossier. Mais voilà, c'est un des accompagnements que font les banques pour inciter les gens et les entreprises à avoir une démarche éco-responsable. Alors, ça me fait me tourner vers vous, Maya, parce que quand on s'est parlé aussi, vous m'avez dit, de toute façon, il n'y a plus d'opposition finalement entre le financier et l'extra-financier. Enfin, que l'extra-financier nourrit le financier et inversement. Alors expliquez-nous un peu. C'est pas qu'il n'y a pas d'opposition. Là, vous parlez du fait d'avoir un prêt bancaire. Les startups, elles se basent sur des levées de fonds. Et aujourd'hui, la CSRD, c'est quand même normalement une réglementation qui concerne des entreprises avec un certain niveau de chiffre d'affaires, un nombre de salariés. Ça concerne plutôt les grandes entreprises parce que se mettre en conformité, c'est lourd. Sauf que dans les faits, en fait, ça concerne tout le monde parce que comment est-ce qu'on lève des fonds? C'est des fonds d'investissement qui eux-mêmes vont lever auprès de LPs qui eux-mêmes sont soumis à la CSRD. Donc par effet de ruissellement, ça impacte directement une entreprise qui a 5 salariés et qui va devoir du coup faire des dizaines de reporting parce qu'en plus de ça, ils ont plusieurs fonds d'investissement autour de leur cap table qui doivent rendre des comptes à tout le monde, qui eux-mêmes doivent rendre des comptes. Donc en fait, on se retrouve... Alors heureusement qu'il y a des experts comptables pour accompagner, effectivement c'est bien d'avoir cette expertise, mais dans la vérité c'est un vrai calvaire. Et ce qui est à la fois c'est ultra positif d'avoir par ce côté un peu coercitif, contraignant, d'imposer des règles, d'expliquer voilà qu'est-ce que ça veut dire être responsable pour une entreprise, c'est quoi ces données extra-financières. Effectivement ça va dans le bon sens. CSRD c'est 1000 critères, hein, c'est ça? Enfin, je sais plus 2000, je sais plus ce qu'on m'a dit. Il faut remplir des tableaux de 1000 de trucs, ça paraît dément. C'est énormément d'indicateurs, mais c'est des indicateurs en fonction du secteur d'activité des entreprises. Donc, Sauf que le fait est, quand on est une start-up, c'est qu'on se retrouve à remplir un reporting où on nous demande notre consommation d'eau chaude. J'ai envie de dire, des entreprises avec 5 personnes, en vrai, l'eau chaude consommée aura un impact effet zéro. Et en fait, on se retrouve avec des entrepreneurs qui sont un peu inhilés, qui se disent... En fait, j'ai trop de contraintes, j'ai trop de réglementations qui passent sur moi. Et donc, nous, notre rôle, c'est de réussir à trouver un juste équilibre parce que on parle de pouvoir de création d'entreprise. Effectivement, le but, c'est que ce pouvoir de création, on le mette à bon escient, qu'on aille dans le bon sens. Sauf qu'il faut avoir envie de la créer, cette entreprise. Et il ne faut pas être tout de suite stoppé par une montagne de réglementation. Donc, nous, notre rôle, il est là, en tant que France Digital, c'est d'être un peu ce porte-parole, d'essayer de travailler avec le régulateur pour que ce soit le plus adaptable possible, le plus progressif, pour pas qu'on soit stoppé net dans le développement d'une entreprise, parce qu'il faut trop bien faire tout de suite. Et alors, quelle est la place de la technologie dans le cadre de l'accompagnement des entreprises à impact, vous et vous?
toutes les deux? Alors, moi, la question, je la prendrais différemment. Je pense que le sujet des nouvelles technologies, et on parle beaucoup d'IA, par exemple, en ce moment. Alors, la nouvelle technologie va avoir un impact conséquent et plutôt négatif sur l'environnement. Enfin, quand on voit les chiffres, par exemple, je crois que chez Google, sur les 5 dernières années, ça a fait x2 au niveau de la consommation d'énergie, juste à cause de l'intelligence artificielle générative. Donc ça a un impact très très fort. L'usage de la technologie, donc comme je le disais, il y a plein de startups qui, grâce à la technologie, apportent des solutions. Je pense à un Blablacar. Un Blablacar, grâce à la technologie, c'est plein d'émissions de carbone qui sont évitées. Donc la technologie a un impact direct qui peut être positif sur l'environnement et en même temps un impact contraire. Le problème qui s'opère aujourd'hui, c'est qu'on est dans un narratif, notamment de la part des médias. Je pense à la dernière actualité autour de Telegram, par exemple, où le président a été arrêté parce qu'on se dit que voilà, les nouvelles technologies, ça permet de faire de la fraude en ligne, etc. Il faut qu'on arrive à construire un narratif plutôt positif sur ce qui est capable d'apporter la technologie et qu'on accompagne ces fondateurs avec de la réglementation, mais pas que, vers un usage positif de cette technologie et responsable. Et moi, des exemples, j'en ai plein. Après, je ne vais pas monopoliser la parole. Mais oui, des outils qui permettent d'éviter les émissions de carbone et d'accompagner un soft, par exemple. C'est une start-up qui permet à des grands groupes de limiter l'émission carbone de leur parc informatique, par exemple. Et il y a plein de solutions qui permettent ça. Mais je ne sais pas si... Elisabeth, ça vous intéresse peut-être cette question? Vous êtes une femme de tech. Moi, j'ai passé 20 ans de ma vie dans le monde des technologies, donc je sais le pouvoir transformationnel des technologies. J'ai fait une table ronde un jour avec une femme qui disait, moi, les technologies m'ont permis de m'émanciper plus que n'importe quelle loi. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les technologies, c'est un outil comme un autre. En fait, quand on parle d'intelligence artificielle, il faut arrêter. Il n'y a pas d'intelligence artificielle. C'est un outil technologique qui avale toute l'intelligence ou toute la bêtise que l'humain va mettre à l'intérieur de cet outil. Donc, si on utilise les technologies pour connecter des gens pendant la Covid qui ne peuvent pas se voir, qui ne peuvent pas se toucher, et leur permettre de rester connectés, c'est un outil utile. Si on l'utilise pour faire du cyberharcèlement, c'est un outil stupide. Le problème que nous avons, c'est que les technologies ont évolué beaucoup plus vite que nous étions capables d'en assumer les conséquences. Et on se retrouve aujourd'hui avec des outils qui vont vous permettre de parler tous les jours à quelqu'un qui est en Australie et que vous n'aurez jamais vu de votre vie, alors que vous n'êtes pas capable de parler à votre voisin de palier. En fait, on est en train de vivre, les technologies sont une véritable révolution humaine. Ils transforment la manière dont nous vivons les uns avec les autres, la manière dont nous communiquons, la manière dont nous travaillons. Évidemment que l'intelligence artificielle va faire disparaître des jobs. On le sait depuis 50 ans. On en parle depuis 50 ans. Mais tant qu'on disait que l'IA ou la robotique allait prendre les jobs des petites gens, tout le monde s'en foutait royalement. Et tout d'un coup, on s'est rendu compte que l'intelligence artificielle allait aussi toucher les métiers des consultants, les métiers des avocats, les métiers des radiologues. Et là, tout d'un coup, on se met à paniquer, on se dit « Oh là là, il faut absolument faire quelque chose ». Donc tout ça, c'est juste nous ramener à un peu de bon sens et se rendre compte que cet outil peut être un magnifique outil pour améliorer nos performances. Enfin, moi, si je suis consultante, passer 50 heures de ma semaine à lire des documents, à chercher la virgule, le point, qui a dit quoi, à quel moment. Si l'intelligence artificielle peut le faire et me faire gagner du temps pendant que je suis avec mon client pour comprendre véritablement quelles sont ses problématiques et comment je vais lui apporter de la valeur, eh ben c'est à moi de choisir la manière dont ce job va se transformer. Quand Ford a inventé les voitures, à un moment donné, les cochers ont réalisé qu'ils n'auraient plus de job. Alors, soit on s'assoit et on se met la tête sous la couette et on se dit « Mon Dieu, on va disparaître », soit on se pose la question de comment
on peut mettre un peu plus d'intelligence dans la manière dont on travaille aujourd'hui, parce que je ne sais pas pour vous, mais il y a quand même de véritables questions qui se posent sur le sens du travail aujourd'hui. Quand on voit des jeunes de 20, 25 ans qui disent « je ne veux pas aller bosser dans une entreprise », c'est parce qu'il a le sentiment, ou ses parents lui disent, que toute la journée, il passe son temps à répondre des mails et parfois à son collègue qui est à 100 mètres, parce qu'il faut de la traçabilité. Donc il y a une forme d'absurdité qui s'est installée avec le taylorisme et dans le monde du travail, que certains outils technologiques peuvent aujourd'hui nous permettre de résoudre, à condition qu'on y mette un peu d'intelligence humaine et pas d'intelligence artificielle. Alors justement, Cécile, est-ce que l'intelligence artificielle est un outil pour vous dans le traitement des données RSE des entreprises ? Évidemment, l'intelligence artificielle va être un outil pour nous, ça ne reste qu'un outil. Ce sont des algorithmes, hein, l'intelligence artificielle. Alors quand on parle, le fait d'avoir appelé ça l'intelligence artificielle, ça ramène tout de suite à l'humain, mais en fait c'est qu'un outil, c'est une machine. Pour nous, dans la profession des experts comptables, c'est même plus que ça, c'est une opportunité. C'est justement une opportunité de ne plus faire les tâches mécaniques qu'on fait jusqu'à maintenant, que sont par exemple, c'est un terme très technique, c'est la saisie comptable, le remplissage de déclarations, faire du déclaratif, ça n'a aucun intérêt pour l'expert comptable et même pour son collaborateur. Donc nous, ça va nous permettre de dégager du temps justement sur des tâches qui sont plutôt fastidieuses. Et une fois qu'on aura dégagé du temps, on pourra consacrer ce temps à un encore plus meilleur accompagnement du chef d'entreprise dans la gestion. Parce que c'est ça notre métier des experts comptables. Notre métier, c'est pas forcément de faire de la saisie comptable, de remplir des déclarations fiscales. Alors on le fait parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse pour les chefs d'entreprise qui ne savent pas le faire. Mais c'est pas ça. Moi, j'ai pas fait ce métier d'expert comptable pour faire du déclaratif. Moi, j'ai fait ce métier d'expert comptable pour être aux côtés des chefs d'entreprise, pour être leur copilote, pour les conseiller, pour pouvoir aller encore plus loin avec eux dans le développement de leur entreprise. Ils ont des décisions stratégiques à prendre, les chefs d'entreprise. Il faut que nous, on ait le temps de les accompagner. Et l'intelligence artificielle, couplée avec la facture électronique, dont on ne parle absolument plus aujourd'hui depuis que l'échéance de 2024 a été reportée à 2026, mais c'est très important, la facture électronique. Parce que la facture électronique va permettre d'intégrer en temps réel, au quotidien, des données que reçoivent les entreprises et de les intégrer dans leur système d'information. Et ça va permettre aux entreprises justement de savoir où elles en sont au jour le jour. Chose qu'aujourd'hui on a du mal à faire, nous, experts comptables, parce qu'on a toujours un petit temps de retard, que ce soit 1 mois, 2 mois, mais on a toujours ce temps de retard. Là, on aura des données en instantané. Et le fait d'avoir des données en instantané va pouvoir nous permettre de donner des indications aux chefs d'entreprise en leur disant « vous en êtes là, vous avez telle décision à prendre, avec les données que j'ai là aujourd'hui tout de suite, vous mieux prendre telle décision ou telle décision ». On va pouvoir mieux les accompagner, être encore plus performants. Et dans la profession, on rêve même aujourd'hui, mais ça va devenir une réalité, de faire des comptabilités prédictives. Parce que c'est ça que nous demandent les chefs d'entreprise. Ils veulent pas savoir ce qu'ils ont fait, parce que ça, ils le savent, ce qu'ils ont fait. Le passé, c'est le passé, et on ne peut pas le changer. Par contre, savoir où ils vont, comment ils vont y aller, et comment on peut les orienter pour aller là où ils ont décidé d'aller, c'est ça qu'ils attendent de nous, les experts comptables. Et avec toutes ces nouvelles technologies, on arrivera à le faire. C'est pour ça, pour nous, experts comptables, qui allons être très impactés, on n'a pas peur. On n'a pas peur de l'intelligence artificielle, on n'a pas peur de la numérisation de l'économie, parce qu'on sait que c'est une véritable opportunité pour nous pour les entreprises. Vous allez renforcer votre mission de conseil, en fait. Exactement. Voilà. Okay. Alors Maud Caillot, c'est quoi la taille de Green-Got aujourd'hui ? Combien de salariés ? Combien de chiffre d'affaires ? Enfin, voilà. C'est une PME, c'est une très grande entreprise, c'est quoi ? Non, enfin aujourd'hui Green-Got c'est 40 salariés, plus de 40 salariés et 100 millions d'euros sous gestion. Voilà, en 2 ans, 4 ans de création, 2 ans de lancement. Donc c'est une croissance à 2 chiffres tous les mois. Ah ouais. Et très logiquement, quand on vous propose de soit investir dans un monde du passé et vous savez par définition que ça va s'arrêter, qu'il va décroître, ou investir dans les entreprises, les secteurs de l'avenir où vous avez un gros potentiel de croissance et donc que votre argent fasse de l'argent tout en faisant le bien pour la planète, finalement c'est un no-brainer et beaucoup de gens nous rejoignent pour ça. Je trouve ça super intéressant. Croissance à 2 chiffres. Ah ouais, c'est extraordinaire. Et là, pour le coup, on ne parle pas d'obligation réglementaire parce que quand on parle d'impact aujourd'hui, c'est
Ou est-ce que nous, en tant que consommateurs, puisqu'on est devenus des êtres de production et de consommation, en tant que consommateurs, où est-ce qu'on a envie de mettre notre argent? Donc ça va au-delà des obligations réglementaires. C'est où est-ce que, qu'est-ce qu'on a envie, de quoi les jeunes ont envie de consommer. En tant qu'adulte responsable qui va laisser cette planète à des jeunes qui montent aujourd'hui, est-ce que la responsabilité environnementale pour les entreprises, c'est juste mettre des gobelets en carton dans la machine à café, ou est-ce qu'on peut effectivement choisir des acteurs qui nous aident, parce que parfois, ce genre de transformation sociétale est douloureux. On est tous écologiques ici et on a tous envie de protéger la planète. Mais c'est chiant de faire le tri. Alors, si quelqu'un vient nous dire, attends, je vais te montrer comment tu vas être plus efficace dans ton tri, etc., etc. En fait, cet accompagnement-là, moi, je le trouve très intéressant pour les entrepreneurs parce que, comme beaucoup d'entre vous ici, moi, j'ai fait une école de commerce. Et quand j'ai fait mon école de commerce, j'ai passé 80% de mon programme, et je l'ai vérifié il n'y a pas longtemps, 80% de notre programme, à nous qui allions devenir des chefs d'entreprise, etc., eh bien, c'était sur les données financières, l'EBITDA, la profitabilité, la rentabilité, l'efficacité. Donc, ce qui est en train de se passer, puisqu'on parle du pouvoir de la création d'entreprise, c'est que être chef d'entreprise aujourd'hui, ça ne peut plus se limiter aux données financières. Il ne suffit pas, pour être un bon chef d'entreprise, il ne suffit pas d'être rentable, d'être profitable et de doubler son chiffre, c'est aussi la manière dont on le fait. Et de toute façon, si on ne le fait pas et qu'on se dit, du moment que je satisfais mes actionnaires, c'est suffisant, eh bien non. Je pense que cette banque est un bon exemple. Maud, vous êtes une institution financière. La question, en fait, souvent de la finance pas responsable, qui est donc, si j'ai bien compris, le reste du monde par rapport à vous, c'est la question de servir de gestion à court terme. Est-ce que du coup, vous avez une approche différente ? C'est ça, je me bats, et dans notre discours, on se bat justement sur cette idée que la transition écologique va être un moment désagréable, va être un moment qui va entraîner un effort, va être dur. Au niveau de l'entreprise déjà, toute entreprise a intérêt aujourd'hui à s'adapter à ce qui est en train de se passer et ce qui va advenir. Quelle entreprise va pouvoir garder son niveau de chiffre d'affaires ou même doubler son chiffre d'affaires ou quoi que ce soit s'il n'y a plus d'accès à l'eau? Quelle entreprise va pouvoir continuer à poursuivre ses activités s'il fait plus de 60 degrés et que ses travailleurs ne peuvent pas travailler? Donc au niveau de l'entreprise, c'est même d'un point de vue purement business, et si on n'en a rien à faire des baleines ou des dauphins, si on regarde juste cette variable-là de quelles sont aujourd'hui les plus grandes opportunités qui s'offrent à nous, c'est de s'adapter et d'être un des premiers à s'adapter. D'un point de vue purement financier et épargnant particulier, si on regarde juste les chiffres, nous, on a un portefeuille de Gringotts, un portefeuille d'investissement, donc sur 5 ans, qui fait plus de 62% de rentabilité, de performance sur 5 ans. Quand on regarde le Dow Jones, sur cette même période, c'est 52%. Sur la même période, le DAX, donc l'indice boursier allemand, c'est 50%, et le CAC, c'est 47%. Donc, financer la transition, c'est pas juste se dire je vais avoir bonne conscience et comme ça je vais pouvoir dormir sur les deux oreilles. Financer la transition, c'est financer et investir dans les entreprises qui sont précurseurs et qui vont gagner les parts de marché demain. Parce que demain, on va plus pouvoir extraire autant de pétrole, ça sera moins rentable. Demain, on va plus pouvoir vendre en Europe, par exemple, des voitures thermiques. Donc tout ça, en tant qu'investisseur avisé, il faut prendre ça en compte. Et évidemment qu'en tant qu'investisseur, on investit sur du long terme. Vous pouvez gamble et parier sur un bitcoin qui va faire x3 en 3 semaines, les derniers barils de pétrole qui vont se vendre très cher. Mais vous devez, en tant qu'investisseur, au contraire, dans une stratégie d'investissement, parier sur du long terme. Et quelles sont les entreprises qui sont celles de demain ? Si on reprend l'exemple de Ford, c'était beaucoup plus sage d'investir dans Ford que de vouloir développer des chevaux qui courent plus vite. J'adore. Alors, à toutes les quatre, j'ai des questions. On va voir qui va répondre. Alors, quel conseil vous donneriez aux entrepreneurs ou aux aspirants entrepreneurs qui veulent lancer une entreprise à impact? Qui veut répondre en premier? Venez chez nous.
Non, mais moi, je suis présidente d'un fonds d'investissement qui s'appelle Ring Capital, 400 millions d'euros d'actifs, et nous n'investissons que sur des entrepreneurs et des entrepreneuses qui travaillent sur des sujets à impact social et environnemental. On ne fait pas semblant. Tous nos entrepreneurs aujourd'hui vont traiter les problèmes de l'eau, les problèmes de la santé, les problèmes de l'inclusion financière, les problèmes de transition écologique, énergétique. Et en vérité, on a de plus en plus d'investisseurs qui nous disent « on ne met nos actifs chez vous que si vous avez de gros focus sur les questions sociales et environnementales ». Donc la communauté des entrepreneurs à impact sociale et environnementale est de plus en plus importante, pas pour faire joli et pas pour s'acheter une conscience, mais parce qu'on n'a pas le choix, en fait. C'est une question de survie collective. Cécile, vous partagez cette analyse ? Oui, je partage complètement, mais en même temps, je me dis que toutes les entreprises devraient être comme ça. Pas que celles qui se créent, pas que les entreprises en impact, mais toutes les entreprises devraient être comme ça. Et je pense que toutes les entreprises peuvent être comme ça, chacune à leur niveau. Une entreprise, toutes les entreprises ont une responsabilité sociétale. Les entreprises, déjà par leur activité, par les gens qu'elles emploient. Donc tout ça, ça compte, ça rentre dans la responsabilité sociétale des entreprises. Et de tout temps, les entreprises ont une responsabilité sociétale. Alors on en parle plus aujourd'hui, mais de tout temps, chaque entreprise a une responsabilité sociétale et je pense que toutes les entreprises peuvent déjà aujourd'hui mesurer leur impact. Donc chacune d'entre elles et toutes doivent le faire. Donc votre conseil, c'est mesurer votre impact. Je suis d'accord avec Cécile. Sauf que si toutes les entreprises étaient véritablement responsables socialement, on ne serait pas à 20% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes. On ne serait pas dans des entreprises à galérer pour que les personnes en situation de handicap trouvent un job. Donc oui, sur le papier, oui, mais la réalité... C'est pour ça qu'il faut les accompagner. Il faut toutes les accompagner pour avoir cette responsabilité sociétale. Et pour moi, je fais un métier à majorité d'hommes, puisque les femmes experts comptables, on ne représente que 28% de la profession. C'est incroyable. Et je préside l'ordre des experts comptables, l'ordre national, et je suis, depuis 1945, la deuxième femme présidente de l'ordre. Alors, je ne vais pas me plaindre, parce que j'ai appris que chez les notaires, ils venaient à peine d'avoir la première femme présidente. Mais voilà, donc je travaille dans ce milieu-là et on œuvre toutes dans la profession. Alors, sur les jeunes générations, Elisabeth, je vous rassure, c'est 50-50, hein, les jeunes qui s'inscrivent. Donc voilà, donc... il faut qu'on accompagne les entreprises, il faut qu'on les accompagne déjà à une prise de conscience que c'est important leur enjeu sociétal. Je pense que en fur et à mesure et environnemental, tout ce qui est durabilité dans son ensemble, et il faut qu'on les accompagne, mais tous. Alors aussi bien comme Maya, Elisabeth, les experts comptables, et on œuvre là-dessus et on travaille là-dessus pour accompagner les entreprises. Il y a certes la création, mais il y a aussi les entreprises qui existent aujourd'hui. Donc en fait, votre conseil, parce que ma question c'était quel conseil vous donnez, c'est vous faire accompagner. Exactement. Okay. Par les experts comptables. Par les experts comptables, évidemment, ça on l'avait compris, évidemment. Mais il n'y a pas que les experts comptables, il y a aussi les agences de notation, il y a aussi les cabinets de conseil, tout ça. Alors Maude, quel est votre conseil ? Parce que vous avez dû galérer quand même, j'imagine, pour créer une banque. Alors, on n'est pas exactement encore une banque, institution financière, mais oui, on a galéré comme absolument tous les entrepreneurs. Il n'y a pas un entrepreneur aussi successful qui vous dira que tout s'est bien passé comme sur le plan. Non, mon conseil, c'est évidemment de vous lancer, quelles que soient vos motivations, qu'elles soient pour sauver les baleines, les dauphins, ou que ce soit pour, au contraire, saisir les opportunités, parce que comme toute crise, il y a des opportunités. Et c'est très important de se rendre compte qu'il y a de la place, énormément de place, et que ce n'est pas des grands acteurs qu'historiquement viennent les grands changements. Ce n'est pas France Télécom qui a changé toute l'industrie, c'est Free, ce n'est pas BMW qui a sorti les premières voitures électriques, c'est Tesla, en tout cas les plus performantes, et ce n'est pas les entreprises des machines à écrire qui ont lancé les premiers ordinateurs. Donc allez-y. Et moi, j'aime beaucoup une citation de Margaret Mead qui dit que ne doutez jamais qu'un groupe de personnes puisse changer le monde, car c'est toujours comme ça que ça s'est passé. Donc j'en suis absolument persuadée. Je pense qu'on n'est jamais trop petit pour faire la différence et que tout entrepreneur qui veut l'être peut avoir une grande place et véritablement changer le monde aujourd'hui. Oui, vous m'aviez même dit que ça va plus vite en fait.
Que l'État, que le politique. Enfin, vous avez un discours là-dessus sur le fait que l'entrepreneuriat permet d'accélérer en fait la transformation du monde. Quand j'ai eu ce déclic sur l'état du monde et qu'est-ce que je pouvais faire moi à mon niveau, je me suis alors posé la question, qu'est-ce qui serait le plus efficace? Je suis quelqu'un d'assez pragmatique, j'aime regarder rationnellement et logiquement les problèmes, et quand on regarde qu'est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui comme action, on peut avoir une action sur les 3 typologies d'acteurs. Les premiers, c'est les consommateurs, donc vous, nous, tout le monde. Donc là, il faut une masse. Soit vous avez un impact sur le privé, donc les entreprises, soit vous avez un impact sur les règles du jeu, littéralement, donc le politique. La consommation, le mass market, tout ça, c'est exactement ce qu'on veut faire avec Green God puisqu'on a choisi le B2C. Le privé, on a été dans cette direction aussi parce qu'on pense qu'une entreprise peut devenir très très grosse très rapidement et changer littéralement les façons de vivre. Et le public, le politique, personnellement, je ne m'y suis pas lancée parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, au contraire, est toujours sur une temporalité beaucoup trop longue. Pour se faire connaître, pour monter les échelons, pour être en haut, et une fois qu'on est en haut, quelles sont les réelles latitudes qu'on peut avoir et comment est-ce qu'on peut changer rapidement les choses. Je n'ai pas été forcément très convaincue par nos dirigeants en tout cas. Est-ce que c'est par manque de volonté ou est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas les latitudes du pouvoir? Je ne sais pas, mais en tout cas je suis privée. Elisabeth, après je vous donne la parole Maya, mais là il faut qu'Elisabeth réponde. Il faut que je réponde. Parce que Elisabeth, vous avez fait une percée éclair, c'est-à-dire qu'on ne vous connaissait pas dans le grand public en tout cas, et tout d'un coup le fait d'accéder au gouvernement, ce qui n'est pas une garantie, parce qu'il y a des ministres, on ne sait même pas qui c'est, donc vous avez tout de suite été connu, mais après votre marge de manœuvre, est-ce que vous avez eu le sentiment de peser? Mon neveu a eu un petit garçon il y a une dizaine de jours et je suis allée le voir ce week-end et il me dit... c'est mon neveu et je suis sa marraine. Il me dit, marraine, merci parce que grâce à toi, je vais pouvoir passer un mois avec mon petit garçon. Le congé de paternité. Si je n'avais pas été ministre en charge de ces sujets, j'aurais pas pu faire ça. Je comprends parfaitement le point de vue de Maude. Quand on est dans l'entreprise et qu'on arrive dans le monde politique, on se dit, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est long, c'est laborieux, c'est bureaucratique, etc., etc. Et c'est vrai. Et c'est vrai parce qu'on doit prendre en considération des éléments qu'une entreprise, dans le secteur bancaire, dans l'expert comptable, ne va pas forcément prendre. Moi, j'aime à donner cet exemple, c'est que j'étais convaincue en arrivant, moi je voulais absolument travailler justement sur l'égalité économique parce que je crois que c'est un aspect extrêmement important. Mais qui dit égalité économique entre les femmes et les hommes, quelqu'un m'a dit, mais est-ce que tu te vois aller au MEDEF et dire aux 5 millions d'entreprises en France, vous allez réajuster les salaires de toutes les femmes dans notre pays pour qu'elles arrivent au niveau de celui des hommes? Je dis, pourquoi pas? Sauf que ce n'est pas réaliste. Oui. C'est absolument pas réaliste. Il y a 1001 critères qu'il faut pouvoir prendre en considération avant d'arriver à ce genre de résultats. Et moi, j'ai été PDG de Lenovo. Quand j'étais PDG de Lenovo en France, je m'occupais de mes équipes, de mes clients, de mes produits et de mes services, mais je n'avais pas 68 millions de clients, tous plus différents les uns que les autres, avec des besoins, avec des problématiques, avec des défis très différents selon que vous habitiez dans les zones rurales, selon que vous habitiez dans les quartiers populaires ou que vous êtes dans les grandes villes. Ce n'est pas du tout la même chose. Chacun est singulier. Donc oui, c'est laborieux, mais c'est aussi grâce aux politiques publiques qu'aujourd'hui, il y a un focus aussi important sur les questions RSE. En fait, le politique est là pour donner la tonalité. Ce que j'aime à dire, c'est que la politique, elle est là pour rendre possible ce qui est souhaitable. Parce qu'aucun d'entre nous qui sommes ici... Possible, vous voulez dire obligatoire? Rendre possible dans le sens où si on n'avait pas eu les quotas, si on n'avait pas eu la loi Copé-Zimmermann, qui nous a fait passer de 9% de femmes dans les conseils d'administration à 45% en, tenez-vous bien, 10 ans, alors que tout le monde nous disait que c'était
impossible d'y arriver. Ouais, Il a n'y en avait fallu pas, en une fait. loi. Il n'y avait pas de femmes, Les femmes ne sont pas ambitieuses, les femmes n'ont pas envie, les femmes ne sont pas intéressées. Et en 10 ans, on a réussi à faire ce qu'on n'avait pas réussi à faire en 100 ans. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la politique est quand même là pour donner l'impulsion. Et même si les leaders d'entreprise, les chefs d'entreprise aujourd'hui sont devenus de véritables leaders d'opinion, ceux qui font voter les lois et qui forcent le destin, eh ben, ça reste encore ceux qui légifèrent. C'est vrai. Alors Maya, pardon, parce que Maya, vous attendez là de donner votre j'attends conseil. pas, mais je trouve ça assez intéressant ce que dit Elisabeth, c'est qu'en fait ouais. chacun a son rôle à tenir et aussi la question c'est de dire qu'est-ce que je dirais à une jeune personne qui veut créer son entreprise à impact. Ben voilà, créer son entreprise c'est pas la même chose et ça contribue différemment. Et justement, moi avant de lui donner un conseil, je lui poserai la question mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi entreprendre et qu'est-ce que ça veut dire pour toi impact? Parce que je trouve qu'aujourd'hui, le mot, il est assez galvaudé, on met de l'impact partout. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, le premier impact d'une entreprise, c'est déjà de se lancer dans un projet et créer de l'emploi. C'est déjà hyper positif. Et c'est vrai que moi, je vois aussi toute une génération d'entrepreneurs qui mais tu crées de l'emploi aussi quand tu vends des armes. Oui, non, j'ai pas fini, Elisabeth. Laisse-moi finir mon propos. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai. Non, mais en fait, le sujet, c'est que je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est pour ça que d'ailleurs, voilà, il faut réussir à créer une tendance positive, à être un peu coercitif sur certains sujets. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'on a tendance aujourd'hui à opposer l'ESS du monde de l'entreprise. À dire que faire de la croissance, faire de l'argent, quelque part, c'est complètement antithétique à avoir de l'impact positif pour l'environnement et la société. Et pour moi, c'est archi faux. Et c'est pour ça que je dis, il y a les entreprises, il y a les associations, il y a les politiques, chacun doit tenir son rôle. Et pour moi, le rôle d'une entreprise, c'est avant tout, effectivement, le meilleur moyen d'avoir de l'impact, déjà, c'est de durer dans le temps, d'être durable, et donc ça veut dire avoir un modèle économique. Bien sûr. Et ça, il ne faut pas que ce soit... et donc là, le jeune à qui je parlerai, je lui parlerai de ça. Je lui dirai, c'est quoi ton modèle économique? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Comment est-ce que tu vois durer ton entreprise? Parce que sinon, tu vas dans une association pour militer pour chacun une son cause. rôle. Chacun son rôle. Et il ne faut pas oublier quand même qu'une entreprise... Quand même, le sens de départ de l'entreprise, c'est vrai que c'est le profit quand même. Il y a différentes formes d'entreprises aujourd'hui. Il y a aussi des fondations qui peuvent prendre des parts dans les entreprises et du coup, les revenus vont pouvoir être redistribués à des bonnes causes. Enfin, je veux dire, il y a plein de mécaniques possibles. En tout cas, je pense qu'il faut aussi décomplexer les personnes qui souhaitent se lancer pour des raisons personnelles parce qu'elles ont aussi envie de faire de l'argent. Parce qu'en fait, c'est peut-être leur moteur personnel, mais in fine, l'impact va pouvoir ruisseler, rayonner sur d'autres personnes parce qu'il est bien accompagné. Ça, c'est peut-être un des conseils que je donnerais, mais je pense qu'il y a un vrai diagnostic à faire sur c'est quoi un entrepreneur. Et faire de l'impact, c'est pas simplement avoir une ESS. Les deux mondes on peut vraiment relier les deux mondes. C'est complètement possible. Alors, j'ai une dernière question pour vous quatre. Quels sont les principaux apprentissages ou erreurs que vous avez rencontrés dans vos parcours respectifs et que vous souhaiteriez partager avec la prochaine génération d'entrepreneurs? Moi, avec du recul et du haut de mes 53 ans et 80%, je dirais, à chaque fois que vous allez partager un projet d'entreprise avec quelqu'un, il y aura toujours quelqu'un autour de vous, et en général, ce sont vos proches, parce que vous ne partagez ce genre de projet qu'avec des gens en qui vous avez confiance et dont vous attendez des conseils. C'est d'avoir cru les gens qui m'ont dit que ce n'était pas possible. Donc ça, c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur parce que, finalement, ce que vous croyez possible est possible pour vous et peut-être impossible pour quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'il faut... Quand on est entrepreneur, on parle souvent de la solitude de l'entrepreneur. Quand tous les entrepreneurs du monde qui ont innové, à un moment donné, quelqu'un leur a dit « T'es fou, t'es folle, ça ne marchera jamais ». Et les plus belles réalisations sont nées de la folie. Alors, soyez fous et croyez dans votre capacité à créer des choses que personne avant vous n'avait créées. Maya, quelle erreur il faut de ne pas avoir assez écouté les gens qui m'ont dit que c'était impossible. Non, en fait, c'est un peu ça. Moi, j'ai eu cette tendance à, quand j'ai créé ma première boîte,
d'aller justement vers les personnes qui allaient me conforter dans mon idée en me disant que c'était bien, que le projet était intéressant, qu'on avait le bon outil, peut-être pas assez me confronter à la critique pour améliorer ce projet. En fait, j'avais un peu peur d'en parler parce que déjà, je pense que j'étais jeune, un peu complexée par le fait de me lancer en tant que femme dirigeante, etc. Mais aussi parce que j'avais peur de cette critique, et c'est vrai qu'on est dans une société aujourd'hui où on aime bien se complaire dans un milieu où les gens sont d'accord avec nous, on a du mal à se critiquer, on a du mal à débattre, et je pense qu'il faut être capable justement d'aller se confronter à la critique parce que c'est comme ça qu'on améliore aussi son projet. Alors, il ne faut pas effectivement dire que c'est impossible. Mais bon, c'est quand même bien d'avoir le contradicteur. Cécile. Moi, je dirais c'est de ne pas avoir peur de l'échec. De ne pas avoir peur de l'échec. Parce que il faut avoir de la folie, il faut oser, il faut y aller. Mais donc vous et avez pas eu être peur de freiné l'échec par la peur de l'échec. Vous avez le sentiment d'avoir été freiné dans votre parcours par la peur de l'échec à un moment donné? À un moment donné, pas de l'échec ou oser entreprendre. Enfin, c'est vraiment ça. L'entreprise, c'est forcément risqué. L'entrepreneuriat, c'est risqué. Mais c'est ce qui fait le charme aussi de se lancer, d'être entrepreneur. Oui, à un moment donné, j'ai été freinée dans mon ambition de m'installer en tant qu'expert comptable, puisqu'un expert comptable, c'est quand même un entrepreneur aussi, même si on conseille les chefs d'entreprise, mais on est aussi et surtout des entrepreneurs. Et c'est à un moment donné de se dire... la solution de facilité, confortable, c'est peut-être mieux. Et puis après, non, voilà. Et surtout, parce que moi, je vois dans les créateurs qui viennent me voir, ah oui, non, mais je vais pas y arriver, je vais échouer. L'échec, en fait, et en plus en France, l'échec est vraiment une notion qui fait peur. C'est comme si on était après marqué au fer rouge parce qu'on a échoué, parce que ça arrive, il y a des entreprises qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent moins bien, qui déposent le bilan, mais en même temps, faut rebondir, faut avancer et pas avoir cette notion, l'échec c'est fini, c'est terminé, et je vois tellement moi de chefs d'entreprise ou de futurs chefs d'entreprise qui sont paralysés par cette notion d'échec, que je dis que c'est ça en fait le problème, et c'est ça qui nous bloque, c'est la peur de l'échec. Très bien. Alors Maud, pour conclure, quelle erreur partager avec nous, et surtout comment en tirer quelque chose de positif? Moi, je suis globalement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, notamment le dernier point sur la peur de l'échec et plus généralement la peur du ridicule en France qui est très forte. Ah ouais. Mais pour ajouter quelque chose qui n'a pas été dit, peut-être avec le succès de Gringot, on a eu la chance d'avoir du coup un succès qui a apporté une grosse attention médiatique et donc nous a fait entrer dans des cercles très intéressants où on peut échanger avec des personnes comme Lucie Bach de Good to Go ou Alex Boisis de Deal ou Xavier Niel de Free, et toutes ces personnes qu'on rencontre et avec qui on échange. En tout cas, moi personnellement, je me rends compte qu'une de mes erreurs du départ, ça a été le manque d'ambition. Voilà. Il faut toujours être beaucoup plus ambitieux. Quelle que soit votre ambition, elle est trop basse. Essayez de viser plus haut. Et je pense qu'en France, ça revient peut-être à cette peur de l'échec et du ridicule. On veut faire quelque chose de petit. On rêve pas tout de suite de changer le monde. Je pense qu'il faut réfléchir et penser encore plus grand. Mais Maud, vous avez quel âge? Aujourd'hui, bon anniversaire, je ne savais pas. 30 ans aujourd'hui. Ouais. Mais c'est incroyable de dire bravo. Alors, Maud, quand même, à 30 ans, vous avez déjà créé donc une banque verte. Vous n'avez pas manqué d'ambition, quand même. Je pense qu'on peut aller plus vite, plus fort, plus loin. Donc, si. Mais c'est les JO, hein, allez. Merci beaucoup. Donc, on va conclure cette table ronde. Est-ce que, mesdames, s'il y a une ou deux questions, on la prend, ou est-ce que vous voulez partir tout de suite? Non, mais je... Alors, est-ce qu'il y a une ou deux questions dans la salle? Parce que j'ai un peu dépassé, mais c'est parce que c'était très intéressant. S'il y a une question que quelqu'un veut poser à l'une de nos 4 femmes formidables, elles sont d'accord pour y répondre. Alors, il y a un monsieur là. Présentez-vous, s'il vous plaît. Monsieur. Bonjour, Amaury de Buchet. Donc, je suis effectivement donc, adhérent du MEDEF et coprésident du comité Startup pour MEDEF. Donc, on a eu l'occasion d'échanger avec Maya il n'y a pas très longtemps. Question plutôt pour Madame de Saint-Michel. Donc, un des enjeux, une difficulté pour l'entreprise, c'est de rester vivant. C'est une responsabilité aussi, notamment vis-à-vis de leurs salariés, de nos salariés. Le nombre de défaillances d'entreprises fortement augmenté. On a passé les 62 000, on se dirige vers les 65 000. En tant que
expert comptable, vous êtes le premier partenaire dans l'entreprise, hein, historiquement, dès la création, les plus petites, etc. Est-ce que vous avez, vous, un retour de vos experts comptables qui vous disent, voilà, nous, on a mis en place, sous forme d'analyse financière, hein, parce qu'en fait, on parle beaucoup de CSRD, etc., mais ça commence aussi par l'analyse financière. Tout le monde n'a pas eu de diplôme à Lyon, d'école de commerce de Lyon. Est-ce que du coup, ces compétences qui manquent à beaucoup de chefs d'entreprise, est-ce que vous les apportez? Est-ce que vous mesurez à quel point justement les experts comptables, parce que moi, le retour que j'ai souvent des chefs d'entreprise, c'est que je reçois mon bilan, je suis obligé de demander pour avoir la petite réunion d'AG et les documents qui vont avec, et les conseils, bon, voilà, on en reparlera une autre fois. Donc c'est un peu le retour qu'on a, alors que finalement, avec les données, on est capable de comparer des entreprises qui sont du même secteur de manière, et de créer une analyse financière de manière complètement automatique. Donc est-ce que justement, chez l'expert comptable, c'est un levier d'action qui est, notamment en ce moment... oui, on est en train de créer justement de mettre en place notre data lake de la profession comptable, justement, pour justement avoir un maximum de données dans un espace. Alors, de tout horizon, les données, hein, pas forcément que des données financières, des données aussi extra-financières, qui vont nous permettre de sortir des indicateurs qu'on va mettre à la disposition des experts comptables, afin d'avoir un accompagnement encore plus précis de leurs clients. Donc ça, c'est déjà en place. On a déjà des outils aujourd'hui qui nous permettent de sortir justement déjà des indicateurs, alors qu'ils sont là pour le coup des indicateurs essentiellement financiers pour l'instant. Mais oui, on a tout un système au niveau de l'ordre et des outils qui permettent aux experts comptables de encore mieux accompagner leurs clients, et notamment d'avoir un système de détection de la difficulté d'entreprise ou des risques des entreprises qui soit beaucoup plus en amont, parce que c'est beaucoup plus simple, effectivement. Enfin voilà, comme toujours, la prévention est beaucoup plus facile et, je veux dire, plus efficace que quand l'entreprise est tout de suite en difficulté. Alors, je suis désolée pour les entreprises qui sont accompagnées par des experts comptables qui ne leur donnent pas de conseils, mais la majorité des experts comptables ont leur mission à cœur d'accompagner, de donner des conseils à leurs clients. Mais ceux-là, ils ne viennent pas vous voir pour vous dire que leur expert comptable est extraordinaire. C'est souvent, malheureusement, ceux qui peut-être font un peu moins bien leur métier. Mais après, d'un autre côté, il faut aussi regarder la mission qui a été confiée à l'expert comptable par le chef d'entreprise aussi, puisque notre accompagnement, enfin, on se fait rémunérer pour ça. Donc bien souvent aussi, ça dépend de la mission que nous confie l'entreprise et la dimension de la mission. Mais oui, on travaille de plus en plus, et l'Ordre des experts comptables travaille complètement là-dessus, sur cette histoire de data lake, pour avoir le maximum de données à mettre à disposition des experts comptables, pour qu'ils puissent effectivement avoir un système de comparaison entre leurs clients, les données financières et extra-financières de leurs clients, et ce qui se passe dans le même secteur, etc. Parce que c'est souvent la question qu'ils nous posent, c'est « Ok, vous me dites que j'en suis là, mais où en sont les autres? Et comment je suis par rapport aux autres ?» Donc c'est sur ça qu'on travaille avec nos éditeurs et tout notre entourage. Merci beaucoup. Une dernière question. Comment je fais ce choix? Je prends les deux, allez. Mais il y avait des femmes qui ont levé la main tout à l'heure. Oui, j'aimerais bien quand même qu'il y ait... Oui, parce que là, ça fait 3 hommes, ça fait trop, Elisabeth, on est d'accord? C'est une question pour vous trois, peut-être qui n'avez pas répondu, qui est liée au capital qui va dans les startups. Donc moi, c'est Alex Cabon, j'ai fondé Synapse dans le monde des EdTech. Et du coup, comment vous choisissez, Maud, de parler de ce comité qui aide à faire des paris sur celles qui ont plus d'intérêt? Vous avez parlé des femmes fondatrices. C'est quoi que vous voyez dans le monde de l'éducation? Surtout, c'est là où ça m'intéresse, les nouvelles compétences. Qu'est-ce que vous voyez comme tendance sur lesquelles vous avez envie de parier dans le futur? Elle est trop géniale, cette question. En vérité, nous, on a un comité de sélection, parce qu'on a énormément de sollicitations, et ce qui fonctionne le mieux, c'est la diversité des panels. Si je prends l'exemple de l'éducation, aujourd'hui, l'éducation est enfermée alors qu'elle devrait être beaucoup plus ouverte sur le monde. Moi, je ne cesse de dire que si on ouvrait davantage le monde de l'entreprise à des jeunes qui n'ont aucune idée de tous les métiers qui existent, on créerait peut-être plus de vocations. Et donc, on a un groupe de personnes autour de nous, de chefs d'entreprise, d'experts aussi dans leur domaine. Il y a
enfin bon, bref, peu importe, des personnes qui viennent pas seulement du monde de l'entreprise, mais qui peuvent être des sociologues, qui peuvent être en tout cas des gens qui ont une expertise sur le domaine concerné et pas que des investisseurs. Il ne faut pas qu'il y ait que des investisseurs, il ne faut pas qu'il y ait que des entrepreneurs, il faut une multitude de compétences qui vous permettent d'avoir un regard sur l'entreprise ou sur le start-upper ou la start-upeuse que vous n'auriez pas, parce qu'on est forcément tous biaisés par la manière dont on prend les décisions. Donc plus votre comité de sélection est diversifié, plus vous avez de chances de faire les bons choix. Alors, il y avait une autre question. Après, on va peut-être arrêter. Vous, monsieur? Non? Oui? Vous voulez un micro, peut-être? Ce serait plus... Merci. Moi, je suis président d'un groupe de courtage d'assurance que j'ai créé sur le continent africain il y a 7 ans. Donc, ce n'est pas directement relatif au marché français. Je voulais féliciter Madame Moreno pour sa courte intervention sur l'intelligence artificielle qui nécessiterait un panel à lui tout seul. Ma question était un peu dans le corollaire et pour Madame Saint-Michel quant à sa fonction de présidente de l'Ordre des experts comptables, qui est comment lutter contre ce qui tue des milliers et des milliers de petites créations d'entreprises chaque année en France, qui sont les arriérés de paiement, les retards de paiement, et comment l'Ordre des experts comptables peut intervenir pour essayer d'ériger des règles de fonctionnement qui permettraient à beaucoup d'entreprises nouvellement créées de pouvoir survivre à ce fléau. Alors, l'Ordre des experts comptables ne peut pas légiférer, c'est du ressort du législateur. Ce qu'on fait par contre, c'est qu'on est force de proposition auprès des pouvoirs publics sur cette problématique des délais de règlement qui quelquefois sont bien trop longs pour les petites entreprises et les fragilisent très rapidement. On croit beaucoup, nous, la profession, dans la mise en place de la facture électronique pour justement réduire ces délais de règlement. Parce qu'on se rend compte que dans tous les autres pays où la facture électronique a été mise en place, on constate une réduction des délais de règlement inter-entreprises qui sont assez importants. Donc on y croit beaucoup pour ça, mais pas que pour ça. La facture électronique est un enjeu économique très important pour les entreprises en France. Et donc, on compte beaucoup sur la facture électronique. Parce que légiférer sur la réduction des délais de règlement, ça a déjà été fait plusieurs fois, puisqu'aujourd'hui, on a des délais de règlement qui sont au niveau légal très courts, pas toujours respectés. Pas que par les petites entreprises, par en général toutes les entreprises. Donc voilà, donc c'est vraiment un fléau, je suis d'accord. Moi, je le constate chez mes clients tous les jours, et tous les experts comptables le constatent chez leurs clients tous les jours. C'est un vrai fléau. Donc c'est pour ça qu'on croit énormément dans la mise en place de la facture électronique pour justement pallier à ce problème-là. Merci. Et on milite pour la mettre en place avant la date légale qui est de 2026. Et on œuvre énormément là-dessus, et parce que on voudrait la mettre en place déjà dès la fin de cette année. Très bien. Je crois qu'il y a une dame qui veut poser une question. Et comme il y a eu 3 garçons, je pense que c'est bien, ça rétablit un peu de mixité. Merci. Alors, ce n'est pas une question, c'est un grand merci et c'est un vœu. Alors, le merci, c'est pour vous toutes. Moi, je connais certaines d'entre vous, et Anne-Cécile, chaque année, tu animes brillamment des tables rondes. Merci. Donc, bravo. Bravo aussi pour les experts comptables. Je pense très sincèrement que ce que vous avez dit là, vos prédécesseurs ne l'auraient pas dit sur plein de sujets. Donc, ça fait plaisir d'entendre tout ça. Et puis, Elisabeth, ce grand élan, on le partage depuis longtemps. Et alors, le vœu, et je vois qu'il y a des personnes du MEDEF dans la salle, on a commencé la journée par la table ronde parité qui, je ne vous cache pas, nous a un peu bousculé pour... Alors, on l'a pas, moi, j'ai pas pu la voir. Je vais la voir en replay. Voilà. J'ai très hâte. Ça avait l'air... Alors, il faut un petit verre de vin avec pour bien... Ah bon voilà. Ah oui. Bref, donc, elle nous a un petit peu bousculé, cette table ronde. Donc, quand on vous voit là, on a vraiment envie de dire les sujets de parité, les sujets de femmes en entreprise, dans la gouvernance, ils sont là, ils sont avec vous, pas que dans des tables rondes de femmes, mais c'est ça qu'on veut entendre. Donc voilà, c'est le vœu pour l'année prochaine, c'est que la table ronde parité, elle ne soit pas que dans des plaidoyers un peu politiques et pas du tout ancrés. Là, vous êtes ancrés, c'est ça qu'on espère encore retrouver en 2025. Donc à l'année prochaine.
Bah, merci beaucoup en tout cas. Peut-être vous pourriez dire qui vous êtes parce que Oui. vous n'étiez pas présenté. Oui, pardon. Isabelle Doublenham, moi je suis au ministère des Finances et on travaille sur les questions de délai de paiement. Et je suis aussi, avec Aline et certainement d'autres pas très loin, membre du réseau professionnel TULAP qui regroupe aujourd'hui plus de 75 réseaux professionnels de femmes du public et du privé sur des sujets de gouvernance et vraiment de façon active, opérationnelle, force de proposition. On n'est vraiment pas du tout dans les grands débats, on est dans le concret. Dans l'opérationnel. Si vous avez envie de nous retrouver, vous êtes les bienvenus. Et comme on s'est créé au moment du Covid, on a eu la chance de se créer avec rien, donc on continue avec rien. Donc il n'y a pas d'argent, vous pouvez venir nous voir, tout est gratuit. Merci infiniment. Écoutez, merci beaucoup pour cette conclusion tellement bienveillante et tellement sympathique. Merci infiniment à toutes les quatre. Merci à vous d'avoir été si attentifs. Et écoutez, bravo mesdames. Merci beaucoup. Merci, bravo.